Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en ce dimanche après-midi. Je suis particulièrement ravi de recevoir trois autrices, trois romancières pour interroger la langue et la capacité qu'elle a à résister, à exprimer la liberté et à faire face aussi aux injonctions et à ce besoin des fois qu'on a de réduire les gens, les personnes, la langue et les identités. On a la chance de recevoir Céline Rigui pour son roman Berline aux éditions du Sonneur, avec un personnage comme ça qui se trouve enfoui, Fernand, et dont on va entendre un extrait dans quelques instants. On va avoir la chance de démarrer cet entretien par la lecture de trois extraits de ces trois romans. Suzanne Asmayesh, bonjour. On vous reçoit à l'occasion de la parution de ce roman L'Interrogatoire chez Léo Cher, où votre personnage principal, Ava, va se retrouver à l'aéroport, dans un aéroport, l'aéroport de Jérusalem, questionné aussi sur son identité, puisque ses parents sont d'origine iranienne, son fiancé, son copain, lui est juif, et on va aussi lui demander, par rapport à ses identités, de se restreindre, et il y a tout un cheminement qui va se faire, puisqu'on a aussi un certain nombre de retours en arrière, et on va voir que la question des origines lui est posée dès le départ, et même par son compagnon. Et enfin, Paulina Panasemko, bonjour. On vous reçoit à l'occasion de la parution de ce roman, Tenir sa langue, aux éditions de l'Olivier, où votre narratrice, qui au départ s'appelait Paulina, souhaite retrouver ce nom, et va mettre en place toute une démarche administrative, se retrouver face à la bureaucratie française un peu kafkaïenne, pour ne plus s'appeler Pauline, mais Paulina. C'est un roman aussi extrêmement dense qui interroge le rapport aux langues, le fait qu'on ait une langue étrangère en nous, et le fait que vous soyez aussi comédienne mais traductrice, interroge aussi le geste même d'écrire, qu'est-ce qu'il y a comme langue en nous quand on écrit. Et alors, avant de rentrer de plein pied dans cet entretien, on a donc, je le disais, la chance de pouvoir entendre ces textes, parce que la littérature, ça se lit, mais ça s'entend aussi. On va commencer par vous, Céline Rigui, vous allez nous lire un extrait de Berline. On est au tout début du roman. Il ne sait pas depuis combien de temps il est là, sous la chose. Il se demande s'il est vivant ou mort, mais s'il se pose la question, c'est peut-être qu'il est encore un peu vivant. Il sent qu'il a mal. La sensation est confuse, comme lorsque l'hiver vous pince le bout des doigts et que vous ne savez pas dire si c'est gelé ou brûlant. Il ne se souvient de rien. Tout a explosé. Sa mémoire, son corps, en morceaux sous la caillasse. Il a tout d'un mort, mais il respire, c'est déjà ça. Si tant est qu'on puisse appeler respiration un halètement de chien. Il se demande dans quel état il est. Son corps le renseigne mal, une sorte d'anesthésie de la chair. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne quand on est en compote. Tout se verrouille, les signaux se coupent. Une espèce de sécurité qui s'enclencherait automatique contre une douleur qui, sans ça, tournerait au supplice. À moins que ça se réveille plus tard, il verra bien. Pour l'instant, quand il essaye de remuer sa carcasse, ça se tait. Merci, Céline Rigui. Merci. Suzanne Asmayesh, on va vous entendre aussi lire un extrait de L'Interrogatoire. Alors là, on n'est pas au début, mais on est à peu près au milieu du roman, au cœur du roman. Oui, ça fait partie des flashbacks dans le roman où Ava, le personnage principal, repense à une discussion qu'elle a eue avec sa cousine qui vit toujours en Iran. Et donc, voilà. En Iran, Ava n'a plus beaucoup de famille. De ses cousines, la dernière qui réside encore là-bas, c'est Vida, et plus pour longtemps. La jeune femme vient d'obtenir son visa d'études pour Toronto. L'été précédent, elle avait rejoint Ava à Paris pour quelques semaines de vacances avant de retourner à Téhéran. Bientôt 5 ans qu'Ava ne l'avait pas vue, bientôt 5 ans que le contact s'était perdu en dehors de souhaits d'anniversaire envoyés d'un clic machinal. Dès leur retrouvaille, Vida avait manifesté la soif intense d'exprimer son vécu.
Rien ne pouvait ralentir cette déferlante de mots, coulée de paroles qu'elle expulsait d'un seul tenant. À la terrasse du Rostand, face au jardin du Luxembourg où elle s'était promenée l'après-midi durant, Vida raconta le voile sous 40 degrés, l'uniforme bien trop couvrant à porter à l'hôpital, où lui était sans cesse souvent arrivé de se retrouver face à des filles, mojarad, célibataires, prêtes à se laisser mourir de grossesse extra-utérine plutôt que d'avouer avoir perdu leur virginité avec un amant de passage. Elle raconta le climat policier et l'interdiction de se promener au bras de Hossein, son petit ami, de s'asseoir à côté de lui sur le même banc dans un jardin public, sans craindre d'être inquiété par la police. Et l'impossibilité de partir en vacances avec lui, même pour un simple week-end dans le nord du pays, de louer une même chambre à leurs deux noms et de dormir dans le même lit. Elle raconta l'interdiction de rire trop fort, une prohibition à destination des filles. Vida avait été exclue de l'université pour ça, à cause de son rire sonore à la fac de médecine. Conseil de discipline, rappel à l'ordre énoncé par un barbu, renvoi pour une semaine entière pour que ça ne recommence plus. Il estimait que Vida avait méprisé le commandement du prophète qui intimait aux femmes d'être discrètes, un commandement qui n'existait pas, un révaillat inventé de toutes pièces pour briser les filles en pleine jeunesse. Elle raconta la bravoure des Téhéranaises, le courage au bout de leurs ongles peints, de leurs cheveux teints, ces atours exploités comme une arme de combat. Une féminité exacerbée, une fois close la porte des maisons, une fois démarrées ces soirées privées où les jeunes se retrouvaient, les cœurs brûlants de vivre, les corps fébriles de se frôler. Elle raconta ces mixtures concoctées dans le secret des cuisines pour s'enivrer en dépit de la vente d'alcool interdite par le bannissement islamique. Ô vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du démon. Évitez-les. C'est un extrait du Coran. Mélange frelaté parfois dangereux, en témoignaient ces jeunes ayant perdu la vue après un usage malheureux. Elle avait raconté les embouteillages qui bloquaient la ville, l'inflation rampante, la monnaie qui ne valait rien et les prix qui décuplaient du jour au lendemain. Les cadres s'improvisaient chauffeurs de taxi pour boucler les fins de mois, les malades mouraient, les étudiants perdaient la foi. Chacun espérait partir, quitter ce pays qui n'offrait rien. Chacun s'accrochait à la moindre piste, tel cousin éloigné résidant à l'étranger, telle opportunité de mariage étranger pour, coûte que coûte, partir et construire sa vie ailleurs. Merci beaucoup. Et enfin, Paulina Panasenko. Il faut que je vous emprunte... Oui, merci. Je vais peut-être me lever si... Mais volontiers. La première fois que j'entends l'accent de ma mère, je suis sur la banquette arrière de la Renault 19, côté place du Mort. On rentre de Moscou, aéroport Saint-Exupéry, parking longue durée, P5. Ma sœur veut mettre Notre-Dame de Paris jusqu'à Saint-Étienne. Moi, je suis contre, je préférerais Jodassin. Pendant qu'elle cherche la cassette dans la boîte à gants, je pousse des belles tonalités Brahms de Serre. Ma mère trouve que ça suffit comme ça, mais comme elle rit, je persévère. Alors, piano, piano, elle entame un refrain en contrepoint. Un extrait d'une des filles, peut-être Fleur de Lys. C'est là que je l'entends. L'accent russe de ma mère. Les sons brillants qui glissent sur les syllabes françaises comme pour un essayage. De la soie qui plie ici et là et qui pourrait aussi bien plier ailleurs. J'ai entendu ça, j'ai rangé Garou direct. J'ai glissé, je suis passée au travers de la paroi. Qu'est-ce qui m'a pris d'écouter ma mère en français au lieu de l'écouter en russe ? Alors, au début, je pensais que parler français sans accent, ça voulait dire parler sans qu'on sache que je suis russe, sans qu'on puisse me demander d'où je viens et ce qui m'amène. Mais à Saint-Étienne, on peut parler français sans accent et avoir l'accent quand même. À Saint-Étienne, l'accent, ça veut dire l'accent stéphanois. Alors, on peut le cumuler. Stéphanois plus russe. Stéphanois plus russe plus banlieue. Il y a aussi le parler gaga. Alors, le parler gaga, pendant longtemps, je ne savais pas que ça se cumule. Je ne savais pas qu'en dehors du forêt, personne n'est berchu quand il lui manque une dent. Français sans accent, ça veut dire français, accent télé, personnage principal.
Accent Laura Ingalls et Père Castor. Accent Jean-Pierre Pernaut et Claire Chazal. Prendre l'accent télé, c'est renoncer à tous les autres. Il n'y a pas de cumul possible avec l'accent télé. Une fois que tu parles comme au 20h, tout autre accent devient un à côté, un 5 à 7, pour s'encanailler comme au bon vieux temps, mais rien de plus. Un accent qui revient sans qu'on l'appelle, c'est gênant. Comme Don Juan qui tombe sur Don Elvire. Tac, coup d'œil autour pour vérifier que personne n'a vu. L'accent qui revient malgré toi, on le remarque et on se moque. Ah, t'as l'accent qui pointe. Je suis la seule de ma famille à avoir perdu l'accent russe. La paroi entre le français et le russe est devenue étanche. Plus rien ne filtre au travers. On m'a dit oh, « c'est dingue ça, non, on n'entend rien du tout. » Non mais c'est vrai, il n'y a pas un pet de quelque chose. L'accent, c'est quelque chose, rien du tout, c'est ce qu'il m'en reste. Ce sont les oreilles des autres qui actent la rupture, s'étonnent qu'il ne soit plus là. Oh, tu as un français impeccable. Impeccable. Une cuisine bien lavée, pas de pelure coincée dans le trou de l'évier, pas de tache sur la nappe, même pas une miette accrochée à l'éponge. Mais si mon français est impeccable, le français de ma mère, il est quoi? Et celui de mon père? L'accent, c'est ma langue maternelle. Merci déjà beaucoup à vous trois. On a pu entendre déjà la particularité, la singularité de ces textes. Ces trois personnages principaux, que ce soit Paulina, que ce soit Ava ou que ce soit Fernand, se retrouvent à un moment donné face à un dilemme, face à eux-mêmes, et va s'établir une sorte de dialogue entre eux, avec souvent en lien la famille et l'enfance, notamment un peu pour Ava et notamment pour Paulina. Avant de vous poser ma question et de lancer justement l'entretien, j'aimerais qu'on écoute un extrait de Nathalie Sarraute qui parle de la manière dont elle a lancé l'écriture d'enfance et le fait qu'elle dise que cette écriture lui a permis d'établir un dialogue avec elle. On va entendre la voix tout d'abord de Nathalie Sarraute. Je me laisse toujours un peu aller à ce que j'ai envie de faire, sans penser que c'est ça qu'il est nécessaire de faire pour soutenir certaines théories. Je me laisse aller à ce qui m'intéresse, à ce qui commence à vivre en moi. Et à ce moment-là, j'avais eu envie de reprendre quelques instants de mon enfance, des instants que j'avais choisis justement parce que la plupart du temps, j'y retrouvais ces mouvements intérieurs que j'avais appelés tropisme, faute de mieux, quand j'ai commencé à écrire. Et puis quand j'ai terminé ce livre, je suis retombée dans mes folies toujours, parce que c'est mon élément, parce que c'est là que ça m'intéresse de chercher, de travailler. Et pourquoi ? Alors justement, Paulina Palasenko, est-ce que quand on écrit, de par la liberté aussi que procure l'écriture, est-ce qu'il y a se laisser aller? Est-ce qu'à un moment donné, il faut laisser faire d'une certaine manière les choses, ne plus toujours être dans la maîtrise et finalement dialoguer avec soi-même et voir ce que cela donne, c'est-à-dire dialoguer avec votre enfance, avec vos langues différentes et voir ce que ça donne ensuite? Je ne sais pas s'il faut... Oui, ça dépend bien sûr de ce qui marche pour chacun ou pas, mais moi je crois que... Oui, effectivement, il y a un moment où il faut laisser venir quelque chose, mais moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui écrit une phrase et ça y est, je suis contente et ça s'arrête là. Je retravaille énormément, je repasse et je travaille tout à l'oral. Donc tous les textes que j'écris, il faut que je les lise à voix haute pour entendre si ça sonne d'une façon qui me convient ou pas. Donc en tout cas, pour ce roman-là, c'est beaucoup passé par l'oral, l'écriture. Et parfois même, les sonorités vont presque prendre le pas sur le sens. Et puis,
En tout cas, sur la façon d'écrire aussi, je crois que chez moi, ça marche beaucoup par image, parce que d'une certaine façon, je pense que j'ai peut-être plus confiance dans les images que dans les mots, parce que les mots changent selon le pays, selon la langue. Moi, je suis née dans un pays qui n'existe plus, qui a changé de nom. Même les gens peuvent changer de nom, alors que les images, c'est quelque chose que j'essaye ensuite de retranscrire par l'écriture. Et je crois que peut-être que ça me vient plus d'images et de sons que d'une idée de quelque chose, que d'un texte qui me viendrait. Voilà. Et vous, Céline Régui, on a 13 blocs comme ça, comme des sortes de blocs narratifs. Est-ce qu'on pourrait parler de musique ou quasiment presque de sculpture, de peinture, est-ce qu'il y a une impulsivité comme ça de l'écriture? Est-ce que ces 13 blocs sont venus au fur et à mesure ou ils ont été reconstruits après coup? Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Paulina parce que je me retrouve totalement dans ce qu'elle a décrit. Bon, là, c'est la musicienne qui va parler, mais quand j'écris, j'ai aussi besoin du passage à l'oral. Donc, c'est un peu la technique du gueuloir de Flaubert. Tant que ça ne sonne pas, je ne peux pas lâcher ma phrase. Donc je peux répéter des phrases plusieurs fois à voix haute et si ça ne sonne pas, j'entends, c'est comme si ça me faisait une fausse note dans l'oreille, donc ça raccroche. Donc je vais raboter, je vais rajouter une syllabe, etc. Il faut que ça sonne juste. Voilà. Après les blocs, oui, effectivement, ils sont tombés un petit peu par bloc, c'est-à-dire de façon assez aléatoire. Et dans ce sens-là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis laissée embarquer par la voix du personnage. Je me suis surprise moi-même à écrire comme ça, de façon assez orale finalement, puisque Fernand a un langage qui peut être très cru parfois. Et voilà, il y a une espèce presque de possession qui se fait à un moment donné, peut-être comme un acteur peut être habité par son rôle. Moi, je me suis vraiment sentie habitée par le personnage de Fernand, c'est-à-dire que ça parlait à travers moi. Et donc, j'ai beaucoup aimé justement cette perte de contrôle. Et c'est très étrange puisqu'on commence par on a le sentiment de maîtriser quelque chose, on décide d'écrire quelque chose. Et plus le personnage prend corps, plus le personnage se recouvre de sa chair, et plus c'est lui qui nous mène par le bout du nez. Voilà. Et vous, Suzanne Asmayesh, est-ce qu'il y a cette oralité qui compte, sachant que l'interrogatoire par lui-même est quelque chose d'extrêmement oral, de très théâtral, et que les dialogues aussi sont nombreux. Est-ce que vous fonctionnez aussi à l'oreille ? Et est-ce que les flashbacks qui émaillent le roman étaient là dès le départ? C'est-à-dire que dès le départ, est-ce qu'il y a eu dans le roman cette idée qu'on a à la fois cette unité de lieu qui est l'interrogatoire à l'aéroport et ces retours en arrière qui vont nourrir aussi la richesse personnelle et narrative du personnage d'Ava? Alors, sur les flashbacks, en fait, le roman a d'abord commencé par les flashbacks, plutôt dans une sorte de premier jet, en fait, un peu ce fameux laisser-aller que tu évoquais. Donc c'était une première phase où j'avais, je pense, besoin de parler justement de souvenirs d'enfance, même si c'est pas tout à fait une autofiction, mais qui partait quand même de moi, de plein de scènes, plein de fragments, plein de choses, sans forcément penser à une structure narrative à ce moment-là. Et l'interrogatoire et tout ce dispositif narratif, cette unité de temps, etc., se sont greffés un peu après pour structurer aussi cet ensemble de flashbacks, pour donner une cohérence. Donc je pense que ça a été un peu une écriture en deux temps, une première qui était peut-être plus instinctive et une deuxième qui était plus construite, plus dans la maîtrise, le contrôle, le travail. Et en ce qui concerne l'oralité, oui aussi, mais plus dans une dernière phase, plutôt pour, enfin voilà, une fois que déjà tout est en place, que le roman est prêt, que je suis à peu près satisfaite de là où je veux aller. Du coup, là, je peux entamer une lecture à voix haute pour voir si ça colle bien, si ce qui me semble convenir dans une lecture silencieuse passe aussi à l'oral. Et ce que je trouve intéressant également, c'est de faire lire son texte à d'autres personnes, parce que je pense que, enfin, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais parfois on est plongé dans l'écriture d'un manuscrit pendant des années, on n'a plus le recul ou la vision assez nette puisqu'on est trop dedans. Et parfois, un regard extérieur peut aussi aider à voir des choses qu'on ne voit plus ou à soulever
des incohérences ou des petites choses. Donc je trouve que ça c'est pas mal aussi, parfois aussi recevoir une aide extérieure de lecteurs aguerris. C'est vrai que le personnage d'Ava dans l'interrogatoire et le personnage de Paulina dans Tenir sa langue, c'est deux personnages à qui on assigne une seule identité et qu'on souhaite réduire justement à quelque chose d'unique. Et c'est des personnages qui refusent d'être réduits à une seule identité. Et Fernand aussi cherche aussi à savoir qui il est. On va écouter un court extrait de Derrida qui nous parle de l'importance de cette multi-appartenance des choses et l'importance de ne jamais renoncer à rien. On va entendre la voix de Jacques Derrida nous parler justement de la littérature, de l'art comme un art de la résistance. Je pense qu'on va entendre dans un instant Jacques Derrida. Je suis voué à la alors je ne vais pas dire multiculture parce que c'est un mot impossible aujourd'hui, mais à la multi-appartenance. Voilà. Je suis juif et grec. Je suis déconstructeur de la philosophie et philosophe. Je suis français et européen et quelquefois, j'en appelle à un cosmopolitisme au-delà de la citoyenneté. Je suis pour le français, pour la langue française, qui est la seule langue que je parle, que j'aime, et la seule dans laquelle je puisse écrire, donc qui transit tout mon être. Mais je me méfie naturellement du gallocentrisme ou de l'enfermement nationaliste dans la langue. Je suis pour plus d'une langue, c'est une définition que j'ai donnée à la déconstruction, plus d'une langue. Je suis pour l'allemand, pour l'hébreu, pour l'italien et pour l'arabe. Ce que raconte Tenir sa langue, Paulina Panasenko, c'est une héroïne, une narratrice, Paulina, qui dit ça, peut-être aussi, je suis plus d'une langue, c'est-à-dire qu'est finalement ce que peut-être l'État français, ce que la bureaucratie française lui refuse, c'est ça, c'est d'être plus d'une langue. Et est-ce que vous pensez que l'écrivain, c'est justement quelqu'un qui essaye d'avoir plus d'une langue et qui ne veut pas se réduire juste à une seule unité langagière? Je dirais que pour elle, il s'agit de plus d'une langue, mais plus d'une langue homologuée même, parce que donc, elle, son prénom est francisé en Pauline à l'arrivée en France, et puis 20 ans plus tard, quand elle essaye de reprendre son prénom de naissance, Paulina, la procureure le lui refuse, parce qu'elle lui demande, elle pose cette question: pensez-vous que c'est dans votre intérêt d'avoir un prénom russe dans la société française ? Et donc la procureure, pour elle, un prénom dit à consonance étrangère sonne comme un danger pour la langue française. Donc comme une langue étrangère est perçue comme un danger. Et donc effectivement, ensuite, pour la petite Paulina qui arrive en France, il va falloir à la fois parvenir à conserver sa langue maternelle et à la fois apprendre la langue étrangère, mais il va y avoir aussi cette zone entre les deux où, parce que à la maison, il faut parler le russe, à l'école, il faut parler le français et il ne faut surtout pas mélanger. Mais il va y avoir une sorte de troisième langue, de zone grise intermédiaire où les mots français et russe ont une sorte de fusion entre eux et ça crée des mots mutants qui sont homologués ni en russe ni en français. Comme par exemple, elle va à la maternelle tchik. Donc, formation hybride de maternelle et du suffixe tchik qui en russe sert à adoucir un mot, donc c'est la petite maternelle. Et ce sont des mots interdits parce que redoutés dans les deux langues. On a peur que, en fait, finalement, qu'elle devienne une sorte d'apatride linguistique qui ne parle ni l'une ni l'autre langue. Et effectivement, en ça, dans ce livre-là, j'avais envie de donner pleine possession du territoire et aussi pleine possession de l'écrit, c'est-à-dire que ça ne reste pas à l'oral le domaine de l'accent et de ces mots hybrides, mais de les passer à l'écrit. Vous, Suzanne Asmayash, elle vit ça pleinement, Ava, et l'interrogatoire, c'est une façon aussi d'interroger cette multi-appartenance, c'est-à-dire qu'elle n'y pensait pas forcément, et c'est via la rencontre avec Simon, et via l'interrogatoire qu'on lui fait subir à l'aéroport, qu'elle se retrouve à devoir se
poser des questions et des injonctions de n'appartenir qu'à une seule identité. Est-ce que c'est aussi par le biais de la fiction et par le biais du roman qu'on peut interroger ça de manière complexe aussi ? Oui, je pense que c'est aussi quand on a vraiment... là, en fait, dans le dispositif de l'interrogatoire, Ava est vraiment amenée à répondre de manière très, très binaire à des questions du type « Est-ce que vous êtes musulmane ou pas ? Est-ce que votre famille fête les fêtes religieuses ? Est-ce que chez vous, vos parents font la prière ? Est-ce qu'ils étaient opposants politiques ? Comment est-ce que vous vous percevez ? Enfin, tout est très... les questions sont très simples, carrées. Et pour la personne qui interroge Ava, il n'y a pas de difficulté à poser ces questions. Il attend d'elle qu'elle se définisse comme ça, par un oui, par un non, de manière très claire. Et en fait, pour Ava, les choses sont beaucoup plus compliquées. Aucune réponse n'est facile parce que c'est toujours quelque chose de très complexe entre l'héritage qui lui a été légué par ses parents, la manière dont elle-même s'en est emparée. Aussi, c'est des choses qui peuvent fluctuer. À certains moments, on peut se sentir un peu plus ci, un peu plus ça. Donc, elle se rend compte qu'à chaque réponse qu'on attend d'elle et qui est censée être une réponse simple à une question très évidente, finalement, elle, ça la renvoie à des flashbacks, à des souvenirs familiaux, à une construction personnelle qui est infiniment plus complexe. Et effectivement, il y a ce décalage entre la vision que la personne qui l'interroge a d'elle et la manière dont elle-même se définit ou n'arrive pas tout à fait à se définir. Et effectivement, je pense que l'identité est toujours un peu plus à côté des choses qu'on pense. C'est toujours quelque chose de plus flottant, de plus à côté de la plaque, quelque part. Et dans son couple avec Simon, c'est un petit peu pareil. Elle rencontre ce garçon à une soirée qui se dit « Ah, bah, t'es d'origine iranienne » et qui, sans penser à mal, va projeter aussi un certain nombre de choses sur elle, par rapport à ce qu'il imagine être l'Orient. Et de la même manière, elle se retrouve aussi à devoir gérer une image qui ne correspond pas tellement à la manière dont elle-même se perçoit ou s'est construite. Donc effectivement, oui, l'identité est toujours plus compliquée, à la fois parce qu'il y a une double culture, en l'occurrence à la fois l'Iran, la France, la construction entre ces deux pays. Mais je pense que même pour chaque personne, sans avoir de double culture, tout est toujours plus compliqué malgré tout. Ce qui est fort, Céline Rigui, dans Berlin, c'est que Fernand, il cherche à un moment donné, forcément, il cherche les mots, puisqu'il est dans une situation, je veux dire, d'enfermement, d'extrême précarité entre la vie et la mort. Et ça amène à nous interroger sur le fait que comment nous, on arrive à trouver ces mots aussi dans une démarche d'artiste. On va entendre Oxmo Puccino, qui a compté pour vous et qui se présente comme, modestement d'ailleurs, c'est très drôle, comme un maître des clés. Et peut-être faut-il que chacun d'entre nous, on puisse des fois rencontrer ce maître des clés. On va l'entendre, Oxmo Puccino. Je me vois un peu comme un maître des clés dans son petit atelier, entouré de gens qui ont des grandes portes à ouvrir mais qui n'ont pas la clé. Et moi, je les construis et je les accroche devant moi avec plaisir parce que chaque clé est unique, qu'elle ouvre une autre porte que j'ai trouvée. Et c'est comme ça que je m'imagine, c'est pour ça que chaque porte ouverte n'est qu'une nouvelle entrée, mais l'important c'est ça qui reste à ouvrir. Mais il faut entrer dans le langage. Quand on est enfant, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans la joie de ça. Est-ce que vous, justement, la rencontre avec Oxmo Puccino, elle a été déterminante? Et est-ce qu'elle vous a permis, justement, d'ouvrir des portes? Alors la rencontre avec Oxmo Puccino en tant que personne qui écoute des disques d'Oxmo Puccino, oui, bien sûr. Ensuite, j'ai eu la chance de coécrire une chanson avec lui. Donc c'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il fait sonner la langue. Et son histoire de maître des clés, moi, ça me parle beaucoup parce que pour moi, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, les mots pour moi ont toujours été des clés justement qui ouvraient des portes, qui s'ouvraient sur plein de choses, sur des manoirs, sur d'autres géographies, sur des mondes infinis, etc. Donc oui, tout à fait. Et est-ce que ça fait écho justement aussi au personnage de Fernand qui cherche en permanence à trouver les bons mots? Dans cette interview, à un moment donné, Oxmo Puccino posait la question, est-on apte à recevoir aussi les mots? Est-ce qu'on est capable aussi de les dire et de les entendre? Est-ce que, à travers Fernand, il y a aussi cette question-là sur la langue? Est-ce qu'on est capable à un moment donné de dire correctement ce qui est en nous? Ben oui, en fait, Fernand, lui, il a toujours vécu sa vie sans se poser de questions.
et sans s'objectiver, sans intellectualiser les choses. Il travaillait à la mine, etc. Sauf que là, la situation extrême dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire d'être enfermé dans le noir, il est au bord de la mort. Bizarrement, il y a un être à l'intérieur de lui, une part de son être qui va se rallumer, qui va se réveiller dans l'obscurité et qui va faire naître ce nouveau langage. Il va être surpris par ses propres pensées et par ses propres paroles. Ça va assez loin aussi, puisqu'il ne va pas faire cette traversée tout seul. Il va avoir aussi un oiseau qui va l'accompagner, donc un oiseau noir qui matérialise en fait ces mauvaises pensées. Et donc il va être confronté à cette explosion, pour reprendre un terme de la mine, mais il va être confronté à cette explosion d'un nouveau langage, d'une nouvelle langue à l'intérieur de lui, qui va être assez protéiforme finalement, puisque il va se reconnecter, on va dire, avec son être véritable, d'une certaine façon. Voilà. Dans ce que disait donc Oxmo Puccino, est-ce qu'on est apte à recevoir les mots? Votre narratrice, Paulina Panasenko, Paulina, elle découvre, puisqu'elle arrive en France et pas n'importe où à Saint-Étienne, elle découvre notamment la maternelle en parlant comme une sorte de boîte noire. Et on est véritablement avec elle, dans son regard, avec son langage et ses mots à elle. Est-ce que cette expression de l'enfance, c'est l'expression de tous les possibles et de la liberté pour vous? Puisqu'en fait, c'est une sorte de poétesse. C'est l'inverse de la liberté, puisqu'elle arrive devant une énorme boîte en béton, avec un trou noir à l'intérieur dans lequel rentrent des adultes avec des enfants et ressortent sans. Et à côté de la boîte noire, il y a une sorte d'enclos avec un grillage dans lequel les enfants hurlent et courent dans tous les sens. Je ne dirais pas que c'est une vision de la liberté, ça. Mais le fait de l'exprimer comme ça, c'est plus dans sa capacité à l'exprimer. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est ce que disait Céline, c'est par rapport ce qu'ouvrent ou pas les mots, les clés que ça représente. Je crois que justement, pour Paulina, le moment où elle arrive à la maternelle, c'est l'inverse de ces ouvertures-là, parce que on lui dit, sa mère lui dit, il faut dire « salut, ça va » quand tu arrives devant tes petits camarades. Sauf que ça va, en russe, ça veut dire hibou. Et elle ne comprend pas pourquoi il faut dire salut hibou aux enfants. Et donc, ça se dérobe comme ça. C'est des clés, mais qui ouvrent sur pas du tout ce qu'on avait prévu que ça ouvre. Et pour ça, je me suis notamment servi de mon espèce de jalousie mortelle que j'avais quand j'étais petite, de mes petits camarades de classe qui lisaient tous un livre qui s'appelait Le prince des mots tordus, dans lequel il y avait des histoires de l'espoir et des châteaux et des chapeaux. Et ils prenaient grand plaisir à ce livre-là, pendant que moi, je galérais quand même sérieusement à juste faire apprendre château et chapeau, histoire et poire. Et donc cette espèce de vertige, de plaisir du vertige, de plaisir du déséquilibre, comme une sorte de chaise sur laquelle on va avoir plaisir à se balancer parce qu'on sait qu'on ne va pas tomber. Et ben ça, c'est un plaisir qui vient à partir du moment où déjà on a une certaine aisance là-dessus, et je pense que je leur enviais très fort cette espèce de plaisir du vertige, et que ce livre-là est une sorte de vengeance sur ce plaisir que je n'ai pas eu. Voilà. Et le fait aussi d'être traductrice, c'est-à-dire de passer d'une langue à une autre, d'un état de la langue à un autre, est-ce que ça nourrit ce roman, cette fiction, le fait d'essayer dans la langue qu'on parle tous, de créer presque une sorte de langue étrangère? Ah oui, mais comme les langues ont dû être très compartimentées pendant longtemps, parfois, rarement, mais je fais de la traduction simultanée en russe et français, et pour moi c'est vraiment une sorte de jouissance physique, parce qu'il faut en un même instant se laisser traverser par les deux langues, ce qui est pour moi le comble de l'interdit, puisque c'est pas possible, il faut bien séparer. Donc effectivement, ça c'est quelque chose, c'est une forme de transgression dans ce livre-là, c'est-à-dire de passer à l'écrit non seulement des mots mutants,
mais aussi de faire entendre l'accent. J'ai essayé de faire entendre l'accent à l'écrit, et un accent qui serait pas... parce que je suis aussi... je fais parfois du doublage de dessins animés ou de séries ou de films, et on me demande très régulièrement des doublages avec l'accent russe. Et cet accent, en général, ce qu'on me demande, ça ne ressemble pas du tout à l'accent russe. C'est le méchant dans James Bond qui doit parler un peu comme ça. Et donc, à l'écrit aussi, quand j'ai lu des accents, c'était souvent des accents c'était souvent une caricature d'accent. Et donc là, j'avais envie qu'à l'écrit, et c'est important que ça soit à l'écrit, pas uniquement à l'oral, on retrouve des sonorités que quelqu'un de francophone puisse se retrouver comme étranger à sa propre langue. Suzanne Asmayash, est-ce que vous retrouvez dans cette idée que les mots puissent aussi ouvrir des portes? Est-ce que parfois elles peuvent aussi les fermer? C'est-à-dire aussi dans ce couple que constituent Ava et Simon, comment les mots sont perçus par eux? Parce que Ava est quand même assez étonnée au départ quand il se rend compte qu'il la questionne autant aussi sur ses origines, et notamment ses origines iraniennes, puisque la narratrice n'a jamais été en Iran. Oui, dès le début, il y a une attente vis-à-vis d'Ava, mais pas forcément uniquement dans son couple, hein, c'est plutôt une attente générale de la société. Comme justement elle a un physique iranien, non iranien, enfin que tout en elle montre et rappelle l'Iran, finalement qu'elle ait des choses à en dire, qu'elle sache des choses sur l'Iran, qu'elle parle français, qu'elle se conforme à l'image qu'on a de ce pays, et les gens sont presque un peu déçus aussi qu'elle s'appelle Ava et pas un truc un peu plus évidemment iranien comme Soraya, Farah, et effectivement, il y a cette impression que les autres, par leurs questions, par les mots qui plaquent sur elle, par les questions qu'ils lui posent, aimeraient qu'elle soit une ambassadrice un peu parfaite de cette image orientalisante et exotique de l'Iran, ou qu'elle ait des positions très claires sur la politique du pays, sur plein de choses qui se rapportent, qu'elle soit une experte de l'Iran. Et finalement, elle est née apatride, elle n'a jamais été en Iran, elle ne connaît pas ce pays, elle n'y a pas mis les pieds, elle n'a pas vraiment de famille en France, à part ses parents et puis quelques amis de ses parents, mais même ses cousines, etc., sont un peu éclatées à travers le monde à cause de l'exil et du fait de cette diaspora disséminée un peu partout dans le monde. Et il y a cette impression un peu d'être un imposteur et de ne pas être cet ambassadeur de l'Iran parfait, et qu'elle est beaucoup plus française qu'iranienne, et que quelque part il y a un décalage entre son physique, son nom et les attentes qu'on projette sur elle, et sa légitimité à être la vraie iranienne qu'on voudrait qu'elle soit. Oui. Céline Régui, dans Berlin, on a 2 citations liminaires qui sont assez importante, les mots de Jean-Paul Sartre, justement, trouver les mots, et un extrait des Vies minuscules de Pierre Michon. La phrase est la suivante: les choses du passé sont vertigineuses comme l'espace, et leur trace dans la mémoire est déficiente comme les mots. Je découvrais qu'on se souvient. Dans Berlin, on a Fernand qui est justement un mineur, et c'est un univers que vous connaissez, et c'est une manière aussi de travailler sur les mots dont on hérite, les mots de la famille. J'aimerais vous faire entendre déjà la voix de Pierre Michon, qui parle de l'écriture des Vies minuscules et qui dit à quel point il est aussi c'est l'héritier d'une mémoire narrative familiale. On va écouter Pierre Michon. Suspense. C'est leur paysannerie mal assumée parce que c'était des gens intellectuellement très, très, très doués. Enfin, vraiment, hein, je les admire même maintenant. Enfin, c'était pas des cons, quoi. Et donc ils étaient paysans, ils s'en contentaient. Enfin, ils n'avaient pas non plus et ils avaient une grande culture narrative. Je dirais pas que c'était des parleurs ou que c'était des conteurs, mais quand ils avaient un tout petit truc à dire, ils le disaient parfaitement, et dans une langue qui me paraît maintenant, moi, parfaite. Et c'est avec cette langue-là, avec la leur, que j'ai écrit les Vies minuscules. C'est-à-dire que
c'est un peu un paradoxe, parce que c'est un livre sans patois, écrit très bien, comme on dit, bien écrit littéraire. Eh bien, dans leur effort à s'exprimer et dans leur expression entre eux, ils avaient cette langue littéraire. Ça vient à poser la question, avec quelle langue écrit-on quand on écrit? C'est très beau cette expression de culture narrative. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez et pour quelles raisons vous avez justement mis en citation liminaire Pierre Michon? Alors Pierre Michon, pour moi, ça fait partie de mes écrivains de chevet. J'ai beaucoup d'admiration voilà, pour son œuvre. Pour son style, etc. Et puis bon, ben oui, les vies minuscules, ça me parle parce que c'est un hommage aussi aux petites gens, comme on dit, qui pour moi ne sont pas petites, mais c'était important pour moi dans Berline justement de laisser parler justement ces certaines personnes que j'ai connues, comme mes grands-parents par exemple, et qui parlaient aussi, voilà, de façon, ce que disait Pierre Michon. Voilà, avec leur culture narrative à eux. Mais voilà, c'est quelque chose pour moi qui est de toute beauté et de toute importance. Et c'est une langue que j'ai métabolisée. C'est la langue aussi que j'ai entendue quand j'étais petite. Et pour moi, c'était important dans Berline de faire ressurgir cette langue. Donc, les jurons italiens, puisque je suis d'origine italienne. Je suis aussi une petite fille de mineur. Donc, il y a tout, voilà, il y a tout ce langage parfois un petit peu rugueux, mais qui est tellement vivant et puis drôle aussi parfois. Cette drôlerie, on la retrouve justement complètement dans Tenir sa langue. Que ce soit justement avec les découvertes que fait successivement la narratrice quand elle découvre la culture française, mais drôle aussi, je veux dire, de manière presque un peu sorte de drôlerie bureaucratique avec ce qu'on lui renvoie aussi dans ses demandes et le fait que vous retranscriviez les différentes lettres. Est-ce que il y avait la volonté aussi d'en tenir sa langue, de faire preuve d'une certaine, je veux dire, insolence aussi? Vous en parliez avant dans cette idée de vengeance, mais d'une certaine insolence à la fois face à l'univers que votre narratrice découvre quand elle est enfant, mais aussi face à une certaine bureaucratie française. Je ne sais pas si c'était conscientisé. Je crois que c'est peut-être cette bureaucratie qui fait naître ça automatiquement. C'est comme il suffit d'écouter la langue, parce que c'est une autre langue, la langue juridique, par exemple, dans la langue juridique, autorisé à s'appeler Pauline, ça veut dire interdit de s'appeler Paulina, mais il faut quand même le savoir. Enfin, Et donc il y a plein de choses comme ça, et si on écoute juste comment les choses sont formulées, il y a une sorte de décalage, mais c'est un peu... je trouvais ça intéressant aussi ce que tu disais sur la demande d'être une sorte d'incarnation d'office de tourisme portatif, comme ça, et sur les langues... Et le rapport juridique aux choses, ça arrive aussi parfois, mais sur les langues, il y a beaucoup, ou sur la double nationalité. Alors, la question éternelle, est-ce que tu te sens plutôt russe ou est-ce que tu te sens plutôt française? Si on ne répond pas l'un ou l'autre, il y a trouble. Mais s'il y a trouble, là, il y a des questions, comment dire, un peu qui font le détour. Et en général, la question révélatrice, c'est en quelle langue tu rêves? Et là, les gens se disent, tac, je vais avoir la révélation. Mais en fait, même dans le rêve, on peut rêver en plusieurs langues. Et c'est cette espèce de volonté de mettre quelque chose de clarifié qui serait rassurant, une idée que ça serait rassurant de se dire c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, la narratrice du livre, à un moment, en cours de maths au collège, elle a des grands problèmes à la compréhension du concept de « et » ou. Donc le prof de maths donne l'exemple du fromage et ou du dessert. Et ensuite, il y a toute une série de problèmes par rapport à ça, mais ces problèmes, c'est pas uniquement les siens. Il y a quand même une difficulté, et pour la justice aussi, et dans la vie courante, d'envisager que ce ne soit pas l'un
ou l'autre, mais qu'il y ait des zones grises. Des zones grises qui ne soient pas des zones uniquement transitoires, mais des zones dans lesquelles on peut habiter. Que la langue, ce n'est pas une montagne qui aurait deux flancs, il faudrait choisir sur quel flanc on habite, mais qu'on peut tout à fait habiter sur la crête, passer son temps à être en équilibre et même à vaciller et habiter cette crête et choisir de s'y installer. Est-ce que face à ces injonctions d'une identité unique, est-ce que la fiction, c'est une sorte d'antidote, une manière de résister quand même face à ce besoin de normaliser, de normer les gens et les choses? Est-ce que vous, Suzanne Asmayesh, que ce soit en tant qu'autrice ou en tant que lectrice, est-ce que vous le ressentez comme une sorte de besoin aussi vital? Alors, je ne sais pas si le besoin d'écrire vient exactement de là, ou celui d'avoir été une grande lectrice depuis toujours. Alors, je pense que ça s'explique indirectement aussi par le fait que j'avais pas de frères et sœurs, j'étais enfant unique, je passais beaucoup de temps un peu toute seule. Donc, les livres ont tout de suite été un refuge. Et peut-être qu'effectivement, quand on a un peu le réceptacle de deux cultures, on a un rapport à la langue un peu plus complexe, puisque moi aussi, à la maison, c'était le persan, et puis à l'extérieur, c'était le français, avec parfois des mélanges aussi persan-français avec les parents, par exemple. Du coup, peut-être qu'on est effectivement plus réceptif à la langue, et donc plus apte à se plonger dans la littérature, et je pense que souvent les gens qui lisent beaucoup, qui ont un rapport comme ça un peu charnel à la littérature, vont avoir plus facilement tendance à écrire leurs propres histoires et à se servir du véhicule de l'écrit pour faire passer leurs émotions, leurs pensées, et donc je pense que ça vient un petit peu de cette construction personnelle-là, qui a sans doute un rapport avec la langue, avec la culture, mais peut-être dans un mécanisme un peu plus indirect, malgré tout. Il y a aussi une économie de moyens. Il y a la justesse aussi des mots dans vos trois romans, c'est-à-dire que c'est des romans à la fois écrits, je veux dire, sans rien de superflu aussi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un besoin d'utiliser les mots justes, et on va entendre l'écrivain Aaron Appelfeld nous parler de ça justement, d'avoir cette économie et ce besoin d'utiliser les mots justes. On va entendre un court extrait de la voix d'Aaron Appelfeld. Lorsque j'écris un livre, je ne pense pas, s'agit-il d'une mémoire, s'agit-il d'une éternité? Ce qui m'intéresse, c'est que la phrase soit juste. Qu'entre les phrases, il y ait un silence. Qu'il n'y ait rien de superflu. Pas même des interprétations. Ni de la psychologie. C'est de cela que je m'occupe. Je ne me préoccupe pas de savoir s'il y aura une mémoire ou pas. Ce qui est important de mon point de vue, c'est que les gens lisent mes livres. Et que cela laisse quelque chose dans leur âme. Que ça laisse quelque chose dans leur âme. Je voulais revenir déjà sur la justesse de la phrase. Suzanne Asmayesh, quand on écrit, quand on reprend comme ça un roman, à quel moment donné on sait que la phrase elle est juste et qu'elle n'est pas superflue? Est-ce que c'est évident comme le photographe ou le peintre qui aurait terminé son tableau, qui ferait un geste de distance et qui se dit voilà, c'est comme ça que ça doit être et pas autrement? Alors personnellement, j'ai tendance à croire qu'on peut ne jamais terminer un manuscrit et qu'on peut potentiellement le réécrire 17 000 fois, mais qu'il y a un moment aussi où on sent que là c'est bon en fait, il y a un moment où il faut arrêter.
Je sais que par exemple l'interrogatoire, je l'ai beaucoup travaillé, entre le premier jet et puis la version finale, il y a eu énormément de travail. J'ai refait la structure complètement à certains moments. Ça se voit pas comme ça parce que c'est un roman assez court de 150 pages, donc on peut penser que ça a été une écriture assez rapide et facile. Et en fait, justement, pour trouver la justesse du propos, ne pas tomber dans des caricatures, puisqu'on parle d'Iran, d'Israël, de couples mixtes, d'interrogatoires, c'était facile aussi de tomber dans des préjugés ou que les lecteurs se méprennent sur le sens de mon message. Et du coup, c'était vraiment important d'avoir le propos, justement, qui soit le plus subtil possible, malgré une économie de moyens. Je pense qu'en trouvant justement le mot qui convient le mieux, parfois on laisse place à moins d'ambiguïté sur ce qu'on veut dire. Et peut-être que j'aurais pu continuer à le travailler, mais à un moment, je me suis dit, là, je pense que ça correspond à ce que je voulais dire. La forme correspond à mon propos. Les personnages ont la densité que j'imagine. Et je ne pourrais pas forcément faire mieux, même en continuant une réécriture infinie. Donc, c'est, je pense, une décision à un moment de mettre un point final qui reste subjective, qui n'est pas absolu. Mais qui est peut-être aussi du sentiment personnel de l'auteur à un moment donné du processus d'écriture qui peut être long. Céline Riguier, on a cette justesse aussi de la phrase et rien de superflu dans ces 13 blocs. C'est-à-dire qu'on a, une économie de moyens au sens où c'est une lecture qui est fulgurante, mais qui n'utilise jamais un mot de trop. Est-ce qu'il y avait aussi ce souci d'aller au plus près, au plus juste, sans trop écrire, mais tout en évoquant beaucoup de choses avec peu de mots? Oui, alors en fait, je ne peux pas faire abstraction du fait que j'écris des chansons. Et donc, quand on est dans l'espace court de la chanson, on doit créer des images, être dans du concentré, en fait. Et pour moi, ce qui me préoccupe quand j'écris, c'est de générer, de provoquer des émotions chez le lecteur, quelles qu'elles soient désagréables ou agréables, puisque la vie est faite de tout cet éventail d'émotions. Et donc, j'ai toujours ce souci on parle de punchline, par exemple, dans le milieu du rap. Je pense à Oxmo Puccino. Mais j'ai toujours ce souci d'essayer d'avoir des images qui sont très fortes et qui frappent. Oui. Donc, c'est un vrai travail, et là je rejoins ce que disait Suzanne, c'est un vrai travail d'artisanat, en fait, pour moi, d'écrire et de raboter sans arrêt, ou comme un sculpteur peut faire des finitions sur sa sculpture, pour arriver vraiment à quelque chose d'extrêmement précis. Donc Berlin, c'est un roman palimpseste, en fait, qui a pris de nombreuses formes différentes, de nombreux titres différents aussi, et il a fallu raboter pour arriver à ce roman court aussi, qui fait 120 pages. Mais il y a des années de travail voilà, derrière ça, oui. Quels étaient les autres titres? Alors, il y a un titre qui s'appelait Grise mine. Voilà, et il y a un autre titre dont je ne souhaite pas parler parce que ça évoque quelque chose de très personnel. Voilà. Pour rester ensuite dans cette justesse de la phrase, Paulina Panasenko, Aaron Appelfeld parlait de laisser du silence entre les phrases, et dans Tenir sa langue, j'ai l'impression que des fois il y a du silence aussi entre les chapitres. C'est-à-dire que souvent on a des chapitres courts, certains légèrement plus longs mais qui vont pas faire plus d'une dizaine de pages, et d'un coup on a un chapitre très court. Est-ce que c'était aussi tout simplement, même typographiquement, avec le blanc de la page, pour laisser un peu de silence, d'implicite, et aussi laisser au lecteur la place aussi pour l'imaginaire aussi? Oui, et puis en fait le silence c'est un des personnages du roman, je dirais. Et puis il y a beaucoup de choses qui s'écrivent en creux. En tout cas, ce qui m'intéressait moi, c'était de parvenir à écrire des choses via aussi des ellipses ou du silence. Et puis chaque personnage du roman est caractérisé par son rapport à la parole. Donc ils ont tous des rapports un peu accidentés. Il y a le petit Philippe qui va apprendre à Paulina à parler le français. Lui, c'est un petit bègue. Il y a la grand-mère qui perd ses mots et que toute la famille doit aider à retrouver les mots qu'elle oublie.
il y a le grand-père qui cherche toujours à faire en sorte que les voisins n'entendent pas, à s'assurer que les voisins n'entendent pas ce qui se dit dans l'appartement. Et enfin, il y a tous des niveaux de paroles comme ça selon les personnages. Et le silence, effectivement, je pense qu'on peut raconter beaucoup de choses par ce qu'on ne dit pas et ce qu'on n'écrit pas, ce qu'on choisit de ne pas écrire et les temporalités de chronologie qu'on choisit de sauter ou comment on construit la chronologie du récit. Et ça, effectivement, j'ai cherché à le faire. Suzanne Asmayesh, dans l'interrogatoire, vous avez une citation liminaire qui est de Stefan Zweig, mais vous aviez pensé d'abord à l'ajouter une autre citation qui était de Marguerite Yourcenar, qui est extrait des Mémoires d'Adrien. Et on va entendre la voix d'Yourcenar qui parle de l'art romanesque. Et en quoi, pour elle, l'art romanesque, c'est la capacité qu'on a à porter de l'attention à soi et aux autres. On va entendre Marguerite Yourcenar. Suspense. Marguerite Yourcenar, non. Alors, je vais à ce moment-là, je vais vous résumer ce que disait Marguerite Yourcenar dans cette interview. Dont elle disait à quel point, pour elle, en tant que romancière, elle avait appris à être davantage attentive à elle et aux autres, et que l'art du roman lui avait appris justement cet art de l'attention. Est-ce que vous avez l'impression que justement en écrivant et en prenant aussi du temps pour écrire un roman, le temps de l'interrogatoire, est-ce que ça pousse aussi le curseur de l'attention aussi, et aussi apprendre à prendre le temps? Je pense que c'est peut-être chez moi le phénomène inverse, dans le sens où peut-être parce que j'ai tendance à faire attention aux gens, aux choses, aux situations, que du coup je peux être amenée à écrire sur ces sujets qui m'ont déjà travaillé. Et je ne sais pas si c'est l'écriture qui renvoie à cette capacité-là, ou si c'est plutôt les personnes qui ont déjà cette capacité d'observation, de réflexion, de recul, ou en tout cas une appétence pour les autres et pour leurs liens avec les autres, qui vont du coup chercher à creuser ça aussi dans l'écriture. Et sur la question du temps, je pense que c'est une question essentielle, puisque comme on en parlait avec Céline, l'écriture, ça prend beaucoup de temps. C'est une activité très solitaire aussi, et dans nos sociétés, c'est pas forcément évident, surtout quand on peut avoir un travail par ailleurs, une vie familiale, personnelle, de justement voler un peu ce temps pour soi et pour l'écriture, alors que le bénéfice, c'est pas immédiat entre le moment où on commence un texte et le jour où il sort en librairie et où on fait la promotion. Il peut s'écouler beaucoup de mois, voire années. Et donc parfois, ce travail-là peut se faire un peu dans l'incompréhension des autres et parfois de soi-même aussi. On peut se dire, en fait, est-ce que je suis pas en train de perdre un peu mon temps à sacrifier ma vie sociale, à faire des choix professionnels que j'aurais pas forcément fait si l'écriture n'était pas dans ma vie. Et donc oui, le temps de l'écriture, je pense que c'est une question importante pour les auteurs, puisque c'est jamais un temps gratuit ou évident. Paulina Panasenko, est-ce que le temps aussi a été long pour tenir sa langue, et est-ce que quand on est écrivain, on sait exactement à quel moment donné on démarre vraiment l'écriture d'un livre? Est-ce que on se dit que finalement c'est une écriture dont on avait envie depuis bien longtemps, et on se reconnecte à un désir peut-être plus ancien ou plus originel, comme si l'écriture du roman avait commencé il y a bien longtemps? Oui, alors moi j'ai toujours du mal à dire. Alors, comment avez-vous décidé d'écrire le premier roman, ou vous êtes-vous lancé dans l'écriture du premier roman? Parce que j'ai toujours l'impression qu'il faudrait dire qu'un soir, au coucher du soleil, je me suis mise devant une pile de papier avec une plume et une chemise médiévale, et au matin, les yeux cernés mais exaltés, j'avais fini le premier chapitre. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, j'écris des textes depuis longtemps, et à un moment, un de ces textes a pris la forme d'un roman. C'est beaucoup moins romanesque. Mais je crois que c'est vraiment, comment dire, j'accumule au fur et à mesure, par exemple, sur le fait d'écouter. J'adore écouter les gens
parler, discuter, c'est une de mes activités favorites. Je regarde ailleurs pour ne pas qu'il se doute. Et j'ai une sorte de parabole géante et c'est un vrai plaisir. Et ça, je pense que c'est une façon déjà, parfois, de commencer à travailler. Parce que c'est quelque chose dont je vais faire peut-être... qui va me nourrir d'une façon ou d'une autre. Ou des notes que je fais sur... Enfin, ça se passe un peu tout le temps, partout. Et puis on nous demande souvent quelles sont vos références, vos inspirations littéraires, etc. Mais c'est pas du tout nécessairement uniquement littéraire. Pour moi, c'est aussi beaucoup de la musique ou des films ou des séries et Internet, par exemple. C'est des sources de... Donc en fait, l'écriture, elle est un peu permanente, où elle ventouse tout plein de périodes de la vie tous les jours, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus finalement poreux. L'écriture, elle est un peu comme l'identité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une et unique, elle est plurielle et elle est là finalement chez vous à tout moment et elle est un peu au carrefour d'influences assez nombreuses. Est-ce que vous avez... Mais je ne sais pas chez qui elle serait unique. Je ne sais pas si ça existe, unique. Comment ça serait ? Ça serait comment ? Est-ce que c'est la société justement qui nous demande peut-être, de l'écriture unique, ça serait peut-être l'écriture bureaucratique ou l'écriture, à ce niveau-là, l'écriture sociale. Et justement, les artistes sont là pour finalement résister un peu à une sorte de novlangue ou d'unicité de la langue, pour dynamiter, exploser, jouer mais juridique aussi, elle est poreuse de religion, et elle est poreuse d'opinion, elle est poreuse de politique. En fait, je crois que la langue unique, ça n'existe pas. Mais pour rebondir, c'est vrai que souvent une question qu'on pose, je pense à tous les auteurs, c'est mais quel est le rituel d'écriture ? Est-ce que tu écris tous les jours ? Est-ce que tu écris le matin ? Est-ce que tu écris le soir ? Est-ce que tu écris à la main, à l'ordinateur ? Et en fait, c'est un peu, je sais pas, mais j'imagine un peu que pour tout le monde, parfois ça peut être le soir et le matin, parfois pas du tout. Ça peut être sur l'ordinateur et à la main. Enfin, c'est pas aussi carré, aussi ritualisé, alors que je pense que dans l'imaginaire collectif, chaque écrivain a un peu sa recette personnelle qui est toujours la même, très ritualisée. Et encore une fois, non, c'est beaucoup plus chaotique. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que disent Paulina et Suzanne, parce que je pense à une phrase de Saint John Perse dans son discours à Stockholm pour le prix Nobel. Il disait que la poésie est mode de vie intégral. Je pense que quand on rentre dans ce travail d'écriture, c'est aussi un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie, c'est-à-dire que moi je suis tout le temps en train d'écrire. Même quand je n'écris pas, quand je ne fais pas le geste d'écrire, je suis en train d'écrire parce que je passe mon temps à lire le monde autour de moi. Donc, comme le disait Paulina, j'ai toujours les oreilles tendues et en fait, le travail d'écriture, il se nourrit de tout. Moi, quand j'écris, je fais feu de tout bois, en fait. Je me nourris de ce que j'ai vécu, je me nourris de la réalité telle qu'elle est, je me nourris d'une chanson que j'ai entendue. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression parfois de faire vraiment de la poterie ou de la pâte à modeler. En fait, tout matériau est utilisable quand on écrit. Tout. D'où le fait que vous animiez aussi des ateliers d'écriture. Est-ce que c'est une manière de désacraliser aussi le geste d'écriture et de dire aussi, et finalement de transmettre ce besoin vital et le fait qu'écrire, ça soit un mode de vie, justement? Oui, tout à fait. Et puis moi, mon credo, c'est que tout le monde peut écrire. En tout cas, on est tous capables de parler. Donc si on arrive en atelier d'écriture à renouer avec ce dialogue intérieur, il suffit juste, j'ai envie de dire, de transposer sur la phrase les mots qu'on entend à l'intérieur de soi. Et il se passe des choses merveilleuses en atelier d'écriture parce que les personnes se surprennent justement en se disant « Waouh, j'ai écrit ça », etc. Il y a vraiment des trésors qui se couchent sur la page. C'est des ateliers d'écriture qui sont destinés aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ou c'est des publics et aux personnes ciblés âgées aussi. Donc, donc sont essentiellement des ateliers d'écriture créative. Et puis j'interviens aussi à la maison d'arrêt de Strasbourg. Donc ça, c'est des ateliers que j'anime pour des détenus en milieu carcéral. Ouais.
Je me demandais, Paulina Panasenko, étant donné que vous interrogez via le nom de Paulina ou de Pauline la manière dont on est nommé, est-ce que vous avez eu à un moment donné l'idée, c'est peut-être d'ailleurs le cas, d'utiliser un pseudonyme, c'est-à-dire de faire un peu comme comme de nombreux artistes qui ont utilisé un pseudonyme, de ne pas utiliser votre nom à vous, mais un nom de plume, un nom d'auteur. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Pas du tout, mais pourquoi ? Dans l'idée justement de jouer sur le côté, le statut de l'écrivain finalement, et de troubler un peu le lecteur, d'utiliser un pseudonyme. Mais je crois que le lecteur est déjà suffisamment troublé avec le fait d'avoir le même nom pour le personnage que pour l'auteur. Et le trouble créé dans cette zone, je crois, m'intéresse plus que celui, si je m'appelais... là, j'ai des noms tous les noms pseudo que je n'ai pas pris. Non, mais alors, ça ne m'a jamais traversé de prendre un pseudo. Mais je suis ouverte aux suggestions. Je vais y réfléchir. Alors, on va laisser la parole au public. Pour ceux et celles qui auraient des questions, je pense qu'il y a un micro qui peut vous être apporté, que ce soit Sudane Asmayesh, Paulina Panasenko ou Céline Riguet. Est-ce qu'il y a des questions dans le public par rapport à la langue, par rapport au personnage ? Bonjour, je vous remercie pour vos interventions qui étaient en même temps intéressantes et enrichissantes et agréables à écouter. Alors, moi j'ai deux questions. La première, c'est... donc la thématique, c'était est-ce que les livres apportent une liberté ? Donc, dans quelle mesure chacune, vous y avez répondu à votre manière ? Et il me semble que... Enfin, une deuxième question, c'est qu'il me semble que chacune aussi, vous avez une double culture. Et dans quelle mesure... quel est le lien entre cette double culture et puis et votre écriture, justement ? Ça veut dire, est-ce que c'est cette double culture qui vous a donné envie d'écrire, ou est-ce que dans l'écriture, vous créez un espace ? Enfin, je sais pas. Voilà. Alors, pour la première, c'est vrai qu'on peut recentrer un petit peu et se poser la question, est-ce que les livres sont des outils de liberté ? Alors moi, la question que je me pose, c'est pour qui ? Pour ceux qui les lisent ou pour ceux qui les écrivent ? J'imagine que pour ceux qui les lisent, oui, effectivement, on a cette image du livre comme étant une fenêtre qui s'ouvre sur un autre monde. En milieu carcéral, par exemple, moi j'ai souvent des détenus qui me disent, sans vouloir faire de vilains jeux de mots, la lecture me permet de m'évader. Voilà. Après, pour ceux qui les écrivent, je vais répondre pour ce qui me concerne. Oui, le livre est un outil de liberté dans le sens, enfin l'écriture, dans le sens où ça me permet de m'abstraire d'une réalité que je trouve parfois brutale ou qui est trop restreinte à mon goût. Donc j'ouvre des portes et des fenêtres sur d'autres mondes. Là, j'ai envie de vous dire qu'au stade où j'en suis dans mon deuxième roman, je ressens plus du tout de liberté du tout. Là, mais vraiment pas du tout. Là, ça devient presque un enfermement. C'est très paradoxal parce que j'ai ce besoin de me libérer d'un personnage qui m'habite un peu trop. Et puis, pour reparler de Pierre Michon, qui a une très belle phrase pour parler de l'inspiration, il dit « Le roi vient quand il veut ». Alors, chez moi, le roi, en ce moment, il me réveille à 3h du matin et il faut que j'écrive. Donc là, on n'est plus du tout dans un sentiment de liberté. Voilà, donc c'est assez paradoxal. Et par rapport à la double culture, oui, c'était important pour moi puisque je suis une petite fille d'immigrés italiens et donc je voulais rendre hommage dans Berlin à mes grands-parents, à tous ces hommes qui sont venus travailler dans les mines en Lorraine, entre autres, et à la culture italienne. Ce sont mes racines en fait. Voilà. Vous souhaitez rajouter, non ? J'aime comme vous veillez à l'intitulé du débat. Je ne sais pas si les livres sont des outils de liberté.
Mais même pour moi, je crois que ce livre-là, pour moi, son écriture était à un moment une forme de transgression. Et j'ai pris un certain plaisir dans une certaine transgression. Mais le rapport à la liberté, je ne sais pas. Est-ce que la transgression est une liberté ? Peut-être une forme de liberté, mais j'ajouterais même entre ceux qui les écrivent, ceux qui les lisent, mais aussi il y a ceux qui les publient. Est-ce que la Bible est un outil de liberté ? Là, je pense que tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord sur le... Est-ce que... Voilà. Donc, je ne sais pas si les livres sont des outils de liberté. C'est un bon bilan à faire en fin de rencontre. Et en ce qui concerne la double identité, eh bien, en fait, je ne crois pas que ça existe, la double identité. Parce que... je crois que toutes et tous, nous sommes traversés par bien plus de cultures que vous aviez dit double culture d'ailleurs, pas double identité, par bien plus de cultures que deux. Ça n'existe pas, comme la monoculture n'existe pas non plus. Je crois qu'on est traversé, et heureusement, par bien plus et de cultures et de langues que ça. Et peu importe le passeport finalement, et peu importe les langues, parce qu'on n'a pas besoin de parler plusieurs langues pour être traversé par plusieurs cultures, je crois. Peut-être juste sur la première question, je pense que l'écriture en tout cas est un outil de liberté dans le sens où en tant qu'auteur, on est généralement maître de l'histoire qu'on veut raconter, des personnages qu'on veut créer, de leur destin. Du style qu'on veut adopter aussi pour raconter nos histoires. Et c'est vrai que c'est un peu rare peut-être dans la vie d'être comme ça dans cette situation de puissance et de contrôle, même si je pense qu'on n'a pas toujours à 100% le contrôle quand on écrit. Mais malgré tout, c'est un moyen, oui, d'avoir une certaine puissance sur le destin des personnages, sur les histoires. À part l'auteur, personne d'autre n'est là pour décider à sa place sur quoi il va écrire, avec qui, de quelle façon. Si on veut écrire un livre qui fait 1000 pages, on peut le faire. Il y a cette possibilité-là, effectivement, de décider dans ce qu'on écrit, de la manière dont on va le faire. Et ça, c'est vrai que c'est une liberté qu'on n'a pas toujours dans la vie quotidienne, professionnelle, familiale, où il y a beaucoup de contraintes. On n'est pas autant maître qu'on peut l'être avec l'écriture. Y a-t-il une autre question ? Oui, ça rejoint la question que je voulais poser, parce que comme le thème c'est la liberté, je me demandais si le fait d'avoir donné naissance à vos livres, respectivement parlant, au fond de vous-même, vous ressentiez quand même un sentiment de liberté après l'avoir écrit. De libération. Plutôt libération. Personnellement, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la lecture, j'aime les livres. Et le fait d'être plongé dans un livre me donne vraiment la liberté. Merci. Il y avait une question, oui, là-bas. Oui, excusez-moi. En fait, je veux juste, comment dire, par rapport à ce que vous avez dit sur la culture, qui a, comment dire, plusieurs cultures, mais une seule identité. Je voulais savoir exactement par rapport à culture, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, j'ai jamais dit qu'il y avait une seule identité non plus. Hein. Ok. Double identité, c'est ce que... Qu'il n'y avait pas double identité en fait. Je suis pas sûre d'avoir compris la question, pour être tout à fait honnête. Parce qu'en fait, j'ai pu comprendre qu'il y avait plusieurs cultures et pas forcément plusieurs identités. Non. Alors la question qui était posée, c'était est-ce qu'en ayant une double culture, notre écriture, si je me souviens bien, était donc impactée par cette double culture. Or, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir une double culture. Voilà. C'était tout.
j'ai l'impression que la dame demandait qu'est-ce que vous entendiez par culture. Parce que, étant donné que vous nous dites que forcément vous avez, pour moi aussi, j'avais l'impression que vous aviez une double culture, c'est-à-dire une culture russe et une culture française, puisque voilà. Et qu'est-ce que vous appelez alors la culture pour vous? Il faut pour ça que vous me répondiez d'abord à qu'est-ce que vous appelez culture. Comme ça, on saura qu'il y en a deux, et moi, je pourrais vous expliquer comment moi, je en perçois plus que ça. Culture, déjà, il y a peut-être une culture intellectuelle, je veux dire, par les livres, qui sont peut-être un petit peu différents. Les écrivains russes ou les écrivains français ont peut-être une façon différente d'écrire. Alors ça, pour moi, ça fait partie de la culture. La culture... c'est ce que vos parents vous ont enseigné aussi. Donc, effectivement, il y a peut-être plus qu'une culture, parce qu'il y a la culture intellectuelle, scientifique. Oui. Je ne suis pas très claire non plus. Donc, le fait que vous ayez des parents nés je présume, nés en Russie et que vous ayez été éduqués en France, pour vous, ça pose aucun problème ou ça ne vous a rien apporté de supplémentaire? C'est ça, parce que je trouve que c'est un plus. Enfin, je sais pas, moi en fait, je crois que la difficulté de cette question-là, c'est que ça me rappelle un peu, ça m'évoque un peu ce que tu disais tout à l'heure sur comme s'il y avait un prépensé de comment était la culture russe, comment est la culture française, qu'est-ce que c'est d'être russe, qu'est-ce que c'est d'être français. Et on attendrait un mixte de ces deux qui est lié le résultat de quelque chose. Et comme ce sont des choses très très abstraites, qui ne recoupent pas vraiment quelque chose de concret pour moi, je ne sais pas très bien comment vous répondre. Ça reste pour moi quelque chose d'un peu fantasmé et un peu abstrait. Donc je ne sais pas quoi dire. Je sais pas, moi, si je lis la littérature russe, pour moi, elle est différente de la littérature française, par exemple, ou américaine. Donc, pour moi, ça m'apporte, quand je lis, ça m'apporte quelque chose de plus, parce qu'il y a des tas de choses que je ne connais pas de la civilisation, de la société américaine ou de la société russe, pour parler, puisque là, on parle plus de la société russe ou iranienne. Alors maintenant, c'est fait peut-être un petit peu cliché, parce qu'effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on a tendance à, oui, alors comment ça se passe en Iran? Puis alors, en ce moment, en Russie, on pourrait vous poser aussi d'autres questions, puisque là... vos deux actualités sont carrément, évidemment, on en parle tous les jours. Mais ce ne sont pas plus nos actualités que la vôtre. Non, justement. Mais seulement moi, j'ai l'impression que vous avez plus de connaissances que moi à ce niveau-là. Monsieur, oui, il y avait une question. Me lever? Oui, juste pour... Je me lève alors. Vous disiez tout à l'heure que la double identité littéraire n'existait pas. Alors je voulais avoir votre avis sur l'identité littéraire d'un Kafka qui a choisi d'écrire toute son œuvre en allemand, alors que ses deux langues maternelles, je précise ses deux langues maternelles, qu'il ne maîtrisait pas fort, mais c'était quand même les siennes, étaient le yiddish et le tchèque. Alors d'abord, je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas, j'ai dit que moi, je ne me perçois pas comme telle. La littérature, je ne la découpe pas en zone d'origine de leur auteur, ni même en langue dans laquelle elle est écrite. Et ensuite, concernant Kafka, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question non plus. Est-ce que, d'une certaine manière, vous pensez que Kafka s'est libéré dans son être et son art, en écrivant en allemand plutôt que dans ses deux langues maternelles, qui étaient le yiddish et le tchèque? Alors ça, il faudrait lui demander, ça va être compliqué. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un poète qui s'appelle Gerasim Luka, dont le poème le plus connu est Passionnément, dont il fait lui-même performance, et qui part d'une sorte de bégaiement qu'il a dans sa propre langue. Et ça, moi, quand j'ai vu sur YouTube la vidéo de ce poète qui lit ce poème-là, j'ai été absolument sidérée de force et de liberté qu'il a de s'emparer d'une langue dans laquelle il a un accent et dont il fait absolument ce qu'il veut.
Et donc, si on veut avoir parlé de liberté, puisqu'on y tient, ce poème-là, lu par cet homme-là, pour moi, a été l'incarnation d'une liberté linguistique, peu importe de la zone géographique nationale dont on vient. Y a-t-il une... Oui, madame. Ce que j'ai bien aimé de votre part, ça a été le fait d'expliquer comment vous construisiez votre livre. Parce que je me suis aperçue aussi que personnellement, le fait de lire avec les yeux avait une toute autre consonance lorsque je lisais à haute voix. Merci. Merci à vous. Y a-t-il encore une question? Non. Il me reste à vous remercier, toutes les trois. Merci. Merci.